Donc, puisqu'on a déjà dit qu'il fallait faire des dons, je peux sauter cette étape et tout de suite accueillir donc Georges Gagnier. Installe-toi, Georges, qui fait partie de la revue Alternative Non Violente. Et avec Georges, on va parler de la revue et notamment du dernier numéro. Hop, je le montre tout de suite, pas de suspense. Sport, abolir le podium. Oui, parce qu'on va faire le Tour Alternativa, c'est du vélo, mais c'est de l'activité physique. Ce qui n'est pas pareil que le sport, et on va en parler avec Georges, puisque le sport, ça implique quand même pas mal de choses, la compétition, etc. N'hésitez pas à poser des questions, continuez à poser des questions dans le chat pour Georges ou pour nous, Non-Violence 21. On y répondra avec plaisir. Et puis tout d'abord, bienvenue Georges. Merci. Alors, Georges, donc tu fais partie de la revue Alternative Non Violente. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de cette revue si tu as amené des exemplaires, tu peux les montrer. J'en profite aussi déjà pour dire que donc, demain, il y a un village associatif ici au Ground Control qui sera de 16h à 21h où vous pourrez retrouver Georges et la revue Alternative Non Violente. Donc si jamais c'est une revue qui vous intéresse, que vous voulez vous procurer des numéros, vous pourrez le faire demain directement au Ground Control. Voilà. Et là maintenant, je te passe la parole. Bien, merci. Alternative Non Violente, est une revue trimestrielle qui est éditée depuis 1973. Donc c'est la 50e année de parution de cette revue. Je peux aussi dire que c'est une des rares revues qui traite de non-violence et uniquement de non-violence. Et que c'est une revue qui a un fonctionnement complètement associatif, et qui fonctionne avec uniquement des bénévoles, sauf pour la partie très technique de la gestion de notre site web et puis de la mise en page de cette revue, puisque elle a aussi un parti pris important, c'est d'avoir des textes, mais aussi des dessins de presse. Oui, et d'ailleurs, l'un de vos dessinateurs, c'est Étienne Lecroix. Oui. Et il sera présent demain pour croquer aussi en direct la table ronde qui aura lieu. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de superbe. Il y a deux autres dessinateurs dans notre revue, Samson et Dom. Samson alterne avec Étienne dans la partie rédactionnelle parce qu'on pense et on affirme que le dessin de presse très rapidement dit beaucoup de choses, souvent de manière humoristique, avec ces trois dessinateurs de manière humoristique, mais pas que. Il y a vraiment une idée d'utiliser le dessin de presse comme un fond et comme quelque chose qui apporte du contenu et qui n'est pas simplement là, simplement pour une respiration. Oui, c'est vrai que des fois on regarde des dessins de presse et en 2 secondes on comprend et ça nous pose des questions, on se questionne et ça peut être beaucoup plus accessible du coup des fois que... souvent un petit peu aussi... inhabituel et c'est une vision décalée et qui apporte beaucoup et qui apporte beaucoup en général et qui aussi est très très cohérente par rapport à l'idée de non-violence et de ce qu'on veut faire passer dans notre revue. Ouais, puis on dit une image vaut 1000 mots, donc voilà. Tout à fait. Ça fait des plus petites revues du coup si on met que des images. Pardon ? Ça fait des plus petites revues si on met que des images, ou alors des grosses revues si en équivalent mots. Oui. Et donc du coup, le dernier numéro qui est sorti, c'est celui sur le sport. Oui. Donc on va en parler un peu après. Est-ce que tu t'as amené d'autres numéros ? Est-ce que tu veux les montrer un peu J'avais amené les 4 derniers numéros, puisque c'est sur une année. Je ne vais pas faire non plus une présentation de tous les numéros. Ce qui est important de voir dans notre propos, notre revue n'est pas une revue d'actualité. C'est une revue qui essaie de poser un thème, de l'explorer, avec toujours la focale de en quoi ça interroge notre violence, notre non-violence, et est-ce qu'il y a quelque chose à réfléchir, à mettre en place autour de ce thème, dans cette réflexion, dans les recherches et aussi dans les actions autour de la non-violence.
Donc systématiquement, dans chacune de nos livraisons, il y a un thème. Ouais. Il n'est pas forcément d'actualité. On n'a pas les moyens et on n'a pas non plus la volonté de traiter des thèmes à chaud et directement sur une actualité. Par contre, on essaie aussi, c'est pas tout à fait un hasard si notre numéro sur le sport sort juste à l'avant-veille des fameux Jeux Olympiques en France. Bien sûr. Mais ce n'est pas non plus pour ça qu'on l'a sorti, c'est parce que nous avions envie d'interroger ce qu'était le sport, ce qui était en jeu dans notre société avec le sport et en quoi il pouvait être un facteur de violence ou éventuellement aussi de non-violence. Ouais. Ce qui fait qu'on a comme ça accumulé 50 ans de dossiers dont la plupart sont encore lisibles aujourd'hui avec le thème abordé. Et ça, je crois que c'est aussi important de voir que cette revue a aussi une volonté de cumuler les visions, de les reprendre de temps en temps aussi au fil de l'histoire, hein, puisque ça commence à... on en est au numéro 208, hein, bientôt Ouais. 209. D'accord. Ça permet aussi de réinterroger, de revoir ce qui avait pu en être dit et où on en était maintenant par rapport à une thématique proche si on la revisite. Oui. Oui, parce qu'en 50 ans, il y a des choses qui ont dû évoluer et en même temps, je Bien crois qu'il sûr. y a des sujets qui restent aussi très d'actualité. Voilà. Ouais. En particulier, mais ça c'est plus une autre partie du contenu de cette revue où on essaie aussi d'aborder ce qu'on appelle les fondamentaux de la non-violence, c'est-à-dire les questions qu'on se pose toujours. D'accord. Par exemple, il y a récemment, enfin l'an dernier, il y a eu un numéro sur la haine, parce que c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui, Ouais. qu'on se reposera demain. C'est sûr. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, par exemple, pour donner des exemples, c'était quoi les thèmes des dossiers? Donc, il y a eu le sport et c'était quoi les trois Alors autres sur l'année 2023. dernière, et ça aussi c'est intéressant de le dire, on a eu, je vais les prendre chronologiquement, recherche sur la paix, la France en retard. Donc ça D'accord. c'était une vision de tout le champ institutionnel de recherche autour de la paix, dont on se rend compte que il n'est pas réellement investi, en particulier en France. Il l'est beaucoup plus dans les pays plus nordiques, voire aux États-Unis. Ouais. Mais la recherche institutionnelle, actuellement, est en panne par rapport à la paix. Et donc, c'était aussi un moyen de relancer cette question, reposer cette question aux chercheurs, aux gens qui se posent, qui peuvent être amenés à se poser la question. Donc, c'était le numéro 205, recherche sur la paix. Alors je sais pas Je peux montrer, c'est cette caméra qui est sur toi. je la vois pas. Je sais pas. C'est bon. Voilà. Ensuite, 206, risquer la mort pour ne pas tuer. Là aussi, une autre thématique peu abordée autour de la notion de violence et de non-violence, c'est-à-dire quand on met son corps, sa vie, son intégrité psychique en jeu dans une lutte, ou quelle approche on peut avoir de ces phénomènes de violence, de négation psychique et de mort. Ouais. Je crois qu'il y a justement Abdourahmad Guelleh TX qu'on a reçu là, de Djibouti qui justement, il le disait lui-même qu'il est prêt il n'est pas prêt à tuer, mais par contre il est prêt à se faire tuer pour ses actions à Djibouti. Et je crois qu'il ça peut être une des conséquences aussi des engagements, quels qu'ils soient, ouais. Et en particulier aussi de l'engagement non violent. Exactement. Ouais. Cette question peut se poser. Ouais. Et je crois qu'il est interviewé dans ce. Alors, nous, on a la chance encore dans notre pays de ne pas être sans arrêt dans cette logique-là. On peut encore, je pense, manifester, être dans la rue sans se poser vraiment cette question. Dans d'autres pays, ce n'est pas aussi facile. Et moi, je dois dire aussi qu'en France, ce n'est pas non plus si simple que ça. C'est pas si simple. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont
qui ont peur de manifester en France. Alors peut-être pas peur de mourir, mais peur d'être blessés à minima. Bien. Et après, de l'autre côté, il y a aussi, on a pu voir récemment, il y a Thomas Braille et d'autres qui étaient partis en grève de la faim longue et qui entamaient même une grève de la soif. Ouais. Grève de la soif, ça peut rapidement mener à la mort. Donc c'était aussi mettre en jeu leur vie pour défendre, pour lutter contre un projet dans le cas de Thomas Braille et de ses collègues. On a quand même l'exemple en France de manifestations qui, en termes de violence, ne se terminent pas si bien que ça. Ah, on en a. Il y a, même sans parler même sans se centrer sur cette question de non-violence, c'est une question qui est importante et qui se pose. Ceci dit, par rapport à la non-violence et la mort, il y a quand même aussi une approche qui est, comment je veux dire, nécessaire à avoir. On a à se poser cette question, on a à savoir si quand on rentre dans une action, quand on rentre dans une mobilisation, jusqu'où on est prêt à le faire. Et la grève de la faim, par exemple, et bien évidemment de la soif, en est un exemple un peu paroxystique, mais voilà, c'est bel et bien cette question qu'il faut arriver à se poser. Ouais, c'est sûr qu'il y a... et c'est ça qui est intéressant dans la non-violence, c'est que dans les stratégies d'action non-violente, il y a un peu de la place pour tout le monde en fonction des engagements qui souhaitent être pris. Mais effectivement, avant une action, il y a ceux qui souhaitent pas prendre de risques physiques ou juridiques et qui peuvent participer en base arrière, faire de la nourriture, etc. Et il y a ceux qui sont plus prêts à mettre en jeu leur intégrité physique ou juridique et qui peuvent être sur d'autres rôles. On est aussi sur la notion de risque. Ouais. Qu'est-ce que je suis prêt à prendre? Jusqu'où je suis prêt à aller pour les idées que je défends, pour ma cause. Ça se pose aussi, bien sûr, de manière très, très, très pragmatique dans les luttes, y compris non violentes. Ouais. Ouais. Donc, un autre numéro, ensemble, habiter la ville. Donc là, avec une problématique beaucoup plus terre à terre, hein, c'est comment j'habite et qu'est-ce que l'urbanisme a à voir aussi avec ces notions de violence, puisqu'il y a des faits de violence dans l'urbanisme quand on habite une maison qui n'est pas correctement chauffée, correctement isolée. Isolé aussi peut-être par contre sur les territoires géographiques. Il y a aussi beaucoup de choses et de questions qui se posent autour de notre manière d'habiter la ville bien sûr et notre monde. Et puis le dernier sorti, sport, abolir le podium, où on pose la question de c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle sport, et qu'est-ce qui met en jeu dans notre société, qu'est-ce qui met en jeu dans les individus aussi. Ouais. Donc sur ce panachage, on perçoit aussi que nous essayons, par les thèmes qu'on aborde, de cerner des problématiques à plusieurs niveaux. Que ce soit très personnel, sa place par rapport au risque, par rapport à la mort, que ce soit dans le plus quotidien, habité, et aussi dans tout ce qui est le domaine de la recherche autour de la non-violence. Ouais. Oui, parce que y a, par rapport à la recherche, on l'a peut-être pas dit, mais c'est vrai que les personnes qui écrivent pour la revue, il y a souvent des personnes, des chercheurs justement, et aussi dans les personnes qui consultent les articles. C'est aussi une revue qui va être d'intérêt pour les personnes qui font des recherches sur ces domaines. Oui. Alors ça rejoint aussi notre mode de diffusion, puisque notre revue est une revue papier. Pour nous, c'est important.
hein. C'est quand même un objet, c'est quelque chose qu'on peut avoir chez soi, qu'on peut lire, qu'on peut relire, qu'on peut garder, sur lequel on peut revenir. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose d'important, cette idée de conserver, malgré les nouvelles techniques de communication, malgré ce qu'on peut faire, de garder cette présence en papier trimestrielle, cette exigence qu'on se donne de donner à lire à nos lecteurs et en particulier à nos abonnés. Donc ça, c'est un des vecteurs de transmission. On a aussi, bien sûr, une formule numérique, hein, puisqu'on a un site qui présente la revue, qui la vend et qui la vend aussi en PDF. Hein. Donc on peut avoir aussi une lecture non papier. Ouais. On a partagé le site dans le chat, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Et on a aussi, depuis 1 an et demi, 2 ans, une diffusion sur la plateforme Kern, qui est donc une plateforme un peu institutionnelle et qui en particulier permet à des étudiants, à des chercheurs, de connaître si les thématiques qu'on aborde et notre revue. D'accord. Ok, et ben merci pour ces précisions. Et du coup, pour revenir un peu sur le sport, qui va être notre sujet un peu central sur cette discussion, du coup, j'ai lu ce magazine sur le sport parce que j'ai préparé cette émission avec sérieux. Merci. Si je l'avais pas lu, ça aurait été quand même un peu léger. Et il y avait des choses intéressantes, du coup, on pourrait échanger dessus. Dans le premier article, je crois, qui s'appelle... est-ce que c'était le premier article? Je ne sais plus, mais je crois que c'était dans la compétition de Tupal. Il y avait cette comparaison entre activité physique et sport, ouais, qui venait bien montrer un peu la différence et je trouve bien mettre en valeur qu'est-ce qu'implique le sport par rapport à une activité physique classique. Alors Michel Caillat, qui est l'auteur de cet article, lui est vraiment très, très catégorique par rapport à ça. Il place le sport comme l'institutionnalisation d'un sport de compétition. Alors qui n'est pas forcément professionnel, hein, mais qui est dans un cadre de compétition. Et là il nous a quand même aussi ouvert et indiqué que là aussi les mots ont une importance. Hein. On peut avoir une pratique sportive, ouais, sans être sportif de haut niveau, bien évidemment. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est à bien voir. Il y a quand même deux mondes dans la pratique sportive. Il y a le sport qui implique la compétition et les activités, les pratiques qu'on peut avoir, hein, qui sont, il n'y a pas de hiérarchie à ce niveau, mais qui ne sont pas la même chose. ouais. Et en particulier, à partir du moment où il y a compétition, il va y avoir des enjeux complètement différents. On n'est pas tourné pour son bien-être, on est pour la réussite de son équipe ou pour la performance la meilleure qu'on peut produire, ce qui très souvent implique des dérives importantes et des dérives qui font violence. Oui, directement. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, parce que déjà la compétition, forcément c'est une forme un peu d'affrontement. Et alors même si tous les affrontements sont pas violents, il peut y avoir des conflits non violents, on en parle. Si même dans la non-violence, la confrontation, on l'accepte, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais du coup, c'est vrai que ça peut amener des tensions et ça peut, quand on ne sait pas forcément gérer non violentes, amener des tensions violentes. Oui, d'autant plus qu'elles sont aussi souvent exacerbées par le fait de société que représente le sport et la compétition. Il y a
22 personnes sur un stade, il y en a 40 000 qui applaudissent, C'est ça. ou qui crient, Ou qui hue. qui font autre chose. Là, on est vraiment... on ne peut pas dire que les spectateurs de ces événements sont sportifs. Ils sont consommateurs d'un spectacle qui leur est proposé. Ouais. Et souvent, ça peut avoir aussi des conséquences sur la personne sportive. C'est-à-dire qu'elle va être obligée de rentrer dans une maltraitance qui peut aller jusqu'au dopage. Je crois qu'il ne faut pas nier ça loin de là dans le sport, mais qui est aussi pousser son corps toujours au plus loin de ce qu'on peut faire, c'est pas non plus sans conséquence pour la personne qui le fait. Oui. Donc il ne faut pas non plus... On a une vision sociale du sport qui nous épanouit, qui nous permet de bien vivre, bien sûr, bien évidemment, mais ce n'est pas le sport. C'est justement une pratique sportive, c'est une activité physique, c'est pas forcément le sport. Oui, parce que quand la différence qu'on va rajouter, effectivement, c'est cet aspect de compétition entre sport et activité physique. Et là, c'est marrant, c'est marrant. Ça m'a fait penser quand tu disais que les 40 000 personnes qui vont regarder un match de foot ne sont pas dans l'activité physique, ne sont pas dans le sport, mais par contre sont dans la compétition, parce qu'en fait, elles se liguent complètement derrière une équipe ou derrière une autre. Bien sûr. Et du coup, cette compétition, effectivement, elle entraîne avec elle plus que... en tout cas, quand c'est des équipes connues qui jouent, ça entraîne plus dans la compétition que juste les joueurs et les joueuses. Et voilà, et ça amène des affrontements, des fois violents, qu'on connaît autour des hooligans, etc. Donc, oui, des comportements racistes aussi, violents, homophobes, sexistes. Pas trop non plus féministes. C'est sûr. Moi, je suis par exemple... j'ai été enseignant, je me suis toujours posé la question, par exemple, de la mixité. Pourquoi des équipes ne seraient pas mixtes ? Pourquoi on ne s'affronterait pas en compétition de manière mixte ou même... Alors ça, c'est pas traité dans la revue, mais moi, c'est une question que je pose par rapport, par exemple, aux situations de handicap. Ne serait-il pas intéressant d'avoir des compétitions qui soient sans regard sur le mode, sur le type de handicap? Pourquoi pas envisager un sport qui soit un sport dans l'intégration plutôt que dans la séparation. Il y a les filles d'un côté, il y a les garçons de l'autre, et il y a les handicapés qui vont jouer après. Il y a quand même des questions. L'Olympisme et les Jeux Olympiques à Paris la posent, cette question. Pourquoi après ? Pourquoi un Tour de France, un vélo féminin, après le Tour de France masculin ? Pourquoi des Jeux Olympiques para-olympiques après les Jeux Olympiques ? Pourquoi pas pendant, avec et là, je pense qu'il... Alors ça, c'est du rêve, c'est du rêve personnel. Je n'implique pas tout le comité de rédaction d'Alternatives non violentes sur ces positions, mais c'est la réflexion qu'on peut se faire aussi comme ça, là, entre nous, ou même au contraire avec beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'on a fléché cette séparation ? Pourquoi ? Je pense qu'il y a un côté historique, puisqu'au début, historiquement, il n'y avait que le Tour de France masculin, que les Jeux Olympiques de personnes valides. Et après, c'est comme un rajout, comme tiens, on a oublié, donc on rajoute, mais on le met après, et on le laisse toujours à côté, effectivement. Mais parce que dans la compétition, il y a aussi tous ces enjeux financiers, économiques, et que même si ça change petit à petit, on n'est encore pas du tout au niveau de médiatisation du sport féminin ou du sport paralympique que les autres. Or, derrière, il y a des sponsors, des enjeux financiers.
il y a des choses qui bougent. Ça bouge, non. Et je crois que c'est intéressant parce que ça nous permet de poser la question. Je pense qu'on ne se la serait pas posée il y a une vingtaine d'années de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est aussi agissant. Il ne faut pas non plus... moi, je ne suis pas dans la condamnation de ce qu'il fait. Je suis dans le questionnement de ce qu'on fait. Et pourquoi pas, dans qu'est-ce qu'on pourrait envisager, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais. Et je vais revenir sur le sport mixte. Tu disais, par exemple, on ferait des équipes mixtes hommes-femmes, ou en tout cas, non, on pourrait faire un peu ce qu'on veut. Mais en fait, je pense que le problème de cette compétition, c'est que du coup, il y a une recherche de performance maximale dans un but spécifique qui va être défini par les règles du sport. Et alors moi, par exemple, je pratique l'ultimate, je me dévoile ce soir. Je pratique l'ultimate frisbee. Et dans l'ultimate frisbee, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie féminin, où il n'y a que des femmes. La catégorie mixte, où c'est imposé que les équipes soient mixtes avec donc une moitié d'hommes, une moitié de femmes. Et il y a une catégorie qui s'appelle open. Donc dans les faits, ça s'appelle open, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Mais dans les faits, c'est des équipes d'hommes. Alors que c'est open. Mais parce que la compétition fait que dans l'Ultimate Frisbee, il faut courir vite. Si on est grand, c'est un avantage. Il y a des femmes grandes. Il y a des plus vite que moi. C'est sûr. Plus grandes aussi. Bien sûr. Mais dans un esprit de compétition, c'est plus souvent... statistiquement, il y a plus d'hommes grands et d'hommes courent plus vite. Aussi lié à une sociabilisation, etc. Mais on va peut-être pas refaire le mot d'ici. Mais c'est vrai, alors que quand on joue en mixte, on voit très bien aussi qu'il y a tout un intérêt à amener des femmes dans le jeu, etc. Et que c'est hyper intéressant. Mais voilà, quand on laisse libre, et ben, de fait, on se retrouve sur des équipes d'hommes. Voilà. Alors ça, c'est une question, une parmi d'autres qui est abordée dans notre vue et autour du sport. Mais c'est vrai que c'est quand même, je pense, une question qu'on doit se poser. Ouais. Et du coup, une autre question que je voulais poser en lisant ça, parce que finalement, quand on lit cet article, on se rend compte que finalement, la compétition a plein d'effets néfastes. Est-ce qu'il y a des bienfaits à la compétition, selon toi, sans engager la responsabilité de la NV? Oui, mais j'assume, sans aucun souci. Oui, je pense qu'on ne peut pas non plus... c'est comme la confrontation. Elle existe dans la non-violence. Je pense que la compétition, elle peut être non-violente. Arriver à courir plus vite que toi, c'est peut-être une de mes motivations. Mais c'est pas forcément pour faire du fric, t'écraser. Et je peux le faire en toute... comment je veux dire en toute honnêteté, en toute fraternité. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose autour de la compétition. Gagner, on peut parler des jeux coopératifs, il y a beaucoup de choses autour de ce côté-là. Je crois qu'il y a aussi un plaisir à gagner, à aller plus loin, plus vite, plus fort. Je ne sais pas qui je cite là, mais bon. On dirait une pub. Pourquoi pas pourquoi pas. Mais ça peut être aussi... Il y a beaucoup d'activités sportives aussi qui ne nécessitent pas ça. Moi, la seule pratique un peu sportive que j'ai faite toute ma vie, c'est la plongée sous-marine. Ouais. Il n'y a pas de compétition. Il y a au contraire... putain, il faut qu'on remonte tous. Il faut qu'on ait une belle plongée. Donc ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite beaucoup de choses. Mais... une partie de l'entraînement, une grande partie de l'entraînement et la gestion de ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait pour le copain. Ouais. Et une palanquée, enfin je pense que c'est la même chose, ça je ne l'ai pas vécu sur une cordée en montagne. Je pense qu'il y a des choses fantastiques qui se passent comme ça, mais qui ne sont pas de l'ordre de la compétition, si ce n'est sur... Oui, c'est du dépassement de soi-même. Ouais. Mais oui, pardon. Non, vas-y, continue. Je t'en prie. Non, mais je pensais justement au dépassement de soi-même. Il y a un autre article justement qui en parle, que ça peut être aussi... c'est intéressant, effectivement, ça amène des défis, ça peut amener des choses intéressantes, mais ça peut aussi des fois aller trop loin. Il y a des blessures, des accidents, etc. Justement liés à cette volonté de toujours se dépasser, aller plus fort, plus loin, plus vite, comme tu disais.
Alors que, ouais, pourquoi finalement tout vouloir aller toujours plus, plus loin, toujours plus. Ouais, c'est l'article. Bon, je sais plus quel article c'était, mais il y a un article qui en parle. Il faudra tout lire pour savoir. Mais ouais, il y a une violence sur les corps également, Oui. qui est et qui peut se terminer sur des accidents dramatiques parce qu'il y a justement cette volonté, notamment à travers le dopage, d'aller d'être toujours meilleur, d'augmenter ses performances en vue de correspondre au mieux à la règle définie dans le sport, quoi. J'ai dit tout à l'heure, c'est une des limites, hein, et c'est une des violences qu'on doit interroger par rapport au sport, oui, bien sûr. Notre corps a ses propres limites, les corps de chacun ont leurs limites, et ça a un petit peu tendance à disparaître dans la compétition sportive de haut niveau, parce qu'il faut faire du public, il faut vendre des maillots, il faut convaincre le sponsor qu'il a bien fait de mettre pas mal d'argent dans l'affaire, etc., etc. Et là, on gomme ce dont on parlait là, tout à l'heure entre nous, là, qui est de l'ordre de simplement le plaisir de faire mieux, le plaisir d'aller un petit peu plus loin, de se dépasser, de prendre des risques aussi, hein. Alors on en revient à cette idée de risque. Je crois que ça fait partie de la vie aussi de risquer. Et le sport est aussi un moyen comment je veux dire, de satisfaire et d'assouvir ce désir de se confronter au risque, en sachant qu'il y en a un. Et en sachant que tant mieux si les motifs, c'est pas l'argent, la simple gloire. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que d'ailleurs, on parle beaucoup de sport, mais la compétition, de toute manière, peut avoir ses effets pervers dans d'autres domaines. Je pense juste, le dopage me faisait penser à ça. J'avais lu un dossier qui disait que dans le monde musical, il y a aussi une grosse compétition pour les places de premier violon ou violon dans des orchestres, par exemple, qui font que lors des auditions, pour obtenir ces places, il y a beaucoup de musiciens qui vont prendre du dopage. Alors là, c'est, je crois, des bêta-bloquants pour ne pas trembler et avoir une qualité de son la plus pure possible. Parce que derrière, c'est une compétition envers d'autres et que là aussi, il y a des enjeux financiers, etc. Et que c'est vrai que quelque part, quand on est sportif et qu'on participe aux Jeux Olympiques et que c'est qu'une fois tous les 4 ans, il y a un enjeu énorme à performer sur ces Jeux Olympiques. Parce que si on se loupe, c'est faut attendre 4 ans de plus si on a encore ensuite l'âge de participer, etc. Parce que la vie du sportif est courte professionnellement. Mais pour le coup, si on se blesse à l'entraînement parce qu'on va trop loin et qu'on loupe les jeux, c'est une autre violence. Et finalement, c'est vraiment un choix compliqué. Et il y a beaucoup d'autres terrains scéniques, j'ai envie de dire, qui sont là-dedans, hein. La chorégraphie, par exemple, parfois peut être extrêmement violente pour le danseur. Le chorégraphe peut être très maltraitant, hein, ou les chorégraphies peuvent être très maltraitantes pour les corps en jeu. C'est quand même nous et la personne qui est au centre et qui peut se blesser pour de l'esthétique, pour la compétition, pour la réussite, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai que ce que tu fais penser par rapport au graphe, c'est vrai qu'au chorégraphe, de manière générale aussi, je pense qu'il y a des fois, il y a des entraîneurs où finalement, leur réussite va dépendre des performances d'une autre personne. Et ça peut aussi être du coup un rapport de violence parce qu'on va pousser la personne dans ses retranchements parce que c'est des performances de cette autre personne qu'on dépend nous. Donc c'est aussi un rapport un peu particulier qu'il n'y a pas dans une activité physique plus légère. Et ça me fait penser aussi cette discussion, et je crois que c'est abordé aussi à un moment dans un article, c'est peut-être encore le premier, mais je ne sais plus, où il y a aussi un rapport à notre société. Bon, là, la société occidentale, elle est presque hégémonique, mais c'est une société où la compétition a une place forte. Mais dans l'article, je crois qu'il parle d'un autre peuple qui est
dans une autre forme de société où la compétition n'est pas présente et où quand ils jouent à un sport comme si on leur apprend le foot, ils disaient qu'ils allaient jouer jusqu'à ce qu'il y ait un nombre de victoires égal pour les deux équipes parce qu'ils ritualisaient en fait un peu ce sport et que leur but n'est pas dans ce cas la compétition de gagner, etc. parce qu'ils n'étaient pas dans ces... donc voilà, on est dans une société qui est aussi qui s'est un peu forgée sur la compétition beaucoup et moins sur la coopération dernièrement notamment quoi. Alors, je crois qu'une des pratiques, le premier jeu de balle était aussi un jeu religieux. Alors, je pense ça plutôt dans les civilisations précolombiennes. Alors, je ne suis pas exactement documenté là-dessus, mais par contre, on était loin de la non-violence, puisque très souvent, ces combats se terminaient par la mort des joueurs ou de certains joueurs. D'accord, c'était des gladiateurs du foot. Ouais. Ok. Oui, non, mais l'absence de compétition n'est pas forcément synonyme d'absence de violence. Ouais. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, la présence de compétition peut faciliter, faciliter, je sais pas si c'est le mot, mais l'arrivée de la violence. Et alors du coup, bon, ça c'est sur le niveau un peu inter-individuel. Mais tu l'as dit, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt. On a vu des grands événements sportifs dernièrement ou à venir qui font aussi un peu tiquer. Il y avait la Coupe du Monde de football au Qatar, qui était quand même très violente, ne serait-ce que pour ceux qui ont construit les stades. Tu montres un dessin qui est présent dans la revue. Avec, je ne sais pas si on voit bien le dessin, mais dans le doute, je le décris. Donc c'est un petit bonhomme avec un petit panneau boycott qui retient un ballon de foot qui s'apprête à redévaler une pente. C'est vrai qu'il y avait eu un appel au boycott de cette Coupe du Monde, mais qui avait été difficile à suivre. C'est développé justement dans la revue de la difficulté de boycotter ce genre d'événement. Bien sûr. C'est un fait de société. Le sport de haut niveau, le sport de compétition est un fait de société extrêmement important et difficilement boycottable. En tout cas, on le voit bien. Et on voit bien là, cet entraînement avec les Jeux Olympiques là, d'été cette année. Et j'ai appris là récemment d'hiver bientôt encore en France. Quoi. Il y a cette volonté là d'éblouir, enfin je sais pas, de séduire, de ramener à soi sur son propre terrain, sur son propre pays, cette aura, cette superbe de l'événement, et sans trop parler de comment ça se passe. On commence à soulever des petits machins. Il semblerait que les Parisiens vont payer leur métro bien plus cher à cause de ces Jeux Olympiques. Tout le monde parle des difficultés qu'il y aura dans la circulation, dans le surcroît aussi de la surveillance sociétale, puisqu'on parle de caméras, de reconnaissance faciale, de gestion des foules grâce à des algorithmes. Je crois que on est vraiment au cœur de quelque chose qui fait ensemble et pour lesquels on n'a pas posé les bonnes questions. Quel est l'enjeu d'avoir des Jeux Olympiques en France si c'est réduire encore plus notre marge de liberté individuelle, citoyenne dans la capitale ou dans les transports en commun en particulier, mais pas que. En fait. Ouais. On voit aussi cette volonté là, de faire nager des gens dans la Seine et on voit bien les limites que très rapidement qu'on a dans ce domaine-là. On n'est pas encore capable de faire nager, on n'a pas rendu encore la Seine assez propre. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est
Il y a énormément de choses qui jouent autour de ces Jeux Olympiques, mais il y a beaucoup de choses qu'on a entendu qui font tiquer. Comme tu dis, il y a ces lois qui ont été passées pour la vidéosurveillance, qui sont passées sous prétexte des Jeux Olympiques, mais qui seront probablement pas abrogées une fois les Jeux Olympiques. Comme tous les cliquets sécuritaires, hein, dès qu'on a utilisé quelque chose, on aura prouvé que ça marche ou pas. Mais en tout cas, la possibilité de surveiller une foule dans un événement avec des technologies très 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 puissantes restera. Ça, c'est évident. C'est sûr, oui, c'est sûr que ça va rester. Et c'est vrai que finalement, là-dessus, les Jeux Olympiques ou ces grands événements qui attirent beaucoup de foule, on a l'impression qu'ils servent un peu de cheval de Troie pour différentes pratiques sécuritaires. Il y a aussi eu l'expulsion de beaucoup de personnes migrantes à Paris parce qu'on veut faire place nette avant le début des Jeux Olympiques. Il y avait des choses un peu aberrantes comme mettre finalement qui ne va pas être fait, mais ils avaient proposé de virer des étudiants temporairement de leur logement Crous pour y loger des gens. On dit mais finalement jusqu'où on va aller pour satisfaire à ces Jeux Olympiques, quoi. Jusqu'où vont aller aussi les loueurs, hein, puisque l'hébergement sera vraisemblablement un souci et un problème pendant ces Jeux Olympiques. Donc là aussi, on est dans une vision, alors ça recroise comment habiter ma ville, hein, mais c'est peut-être pas le meilleur moyen d'habiter sa ville que de devoir laisser la place à plus riches, que soit là où on habitait. Oui, c'est sûr que là, à un moment ça parlait de Jeux Olympiques populaires, mais en fait le fait qu'il se passe à Paris, ça va être difficile. Déjà, Paris, c'est cher en temps normal en termes de loyer. Là, on va avoir des prix, je pense, démentiels sur des Airbnb pour... Alors, sur les locations, sur les prix des places aussi. Ouais. C'est pas 5 euros pour une après-midi. C'est des budgets. Les spectateurs directs ne seront pas des pauvres, je ne pense pas. Non, je pense pas. Les pauvres, ils suivront à la télé et ils verront la pub. Mais bon. Mais oui, et c'est vrai que... Et puis c'est aussi un... C'est aussi des fois des moyens de gentrifier, de nettoyer des quartiers parce que sous prétexte de créer des nouvelles infrastructures sportives parce que c'est pour les Jeux Olympiques, vous comprenez, c'est important, et on va intervenir. Et il y avait notamment une lutte pour les jardins d'Aubervilliers où il y a une piscine qui était construite, je crois dans le cadre des Jeux Olympiques, et puis en fait ils allaient faire un solarium à côté à un prix en plus hyper cher, on savait que les gens n'allaient pas venir. Et on sait que c'est pas pour la population locale de Berlioz à ce moment-là, et donc on voit que c'est dans un but aussi de gentrification. On va pouvoir collectionner comme ça un bon nombre de choses formidables. Ouais. J'ai appris alors je sais pas, j'ai appris aussi qu'il y avait une volonté d'enlever les bouquinistes sur le bord de Seine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose quand même qui est perdu. Pourquoi ? Que les gens puissent être au plus près, je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur moyen de trouver les bons bouquins que d'aller chez les bouquinistes. Et ça a beaucoup changé aussi par rapport à ce qu'on a pu connaître sur ces bords de Seine. Mais néanmoins, il y a une identité qui est... on l'enlève. Hein, on va essayer de les enlever. C'est un test. Ouais. Voilà. J'aimerais les voir revenir. C'est ça qu'on va voir, est-ce qu'ils vont revenir ou pas, effectivement. On sait ce qu'on met en place pour les Jeux Olympiques, mais on ne sait pas ce qui va rester ou pas après. Alors, c'est sûr que les grandes infrastructures qui sont construites, a priori, elles sont là pour rester. Mais pour le reste, on ne sait pas trop. Les lois, a priori, ça va rester aussi. Je ne suis pas un grand voyageur, mais il y a quelques années, je suis allé à Barcelone. J'étais vraiment stupéfié par les endroits des Jeux Olympiques d'été qui se sont passés à Barcelone, délaissés, envahis par l'eau, mités.
non utilisés. Alors on a toujours aussi cette vision, ouais mais ça va servir après. Ouais. Des lanceurs de marteau sur une piste olympique, il n'y a pas une fréquentation énorme et on voit bien qu'au fil du temps et l'usure, ben voilà, ça va disparaître, quoi. Ou au pire c'était une installation éphémère et Oui, bah oui. C'est sûr comme ça. Et des fois même c'est des épines dans le pied de départements où sont construits les infrastructures, parce que derrière c'est quand même un coût d'entretien pour quelque chose qui est peu utilisé, qui va être surdimensionné qui va être peut-être bien dimensionné pour le jour ou la semaine des Jeux Olympiques, mais ensuite qui sera surdimensionné pour tout le reste de sa vie de bâtiment. Bien sûr. Et c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est pas, on pense pas sur du long terme avec ce type malgré on dit que c'est des fois ça permet d'amener des choses, du progrès, mais en fait si on revient sur la Coupe du Monde du Qatar, il y a des gens qui disaient que ça permettait de braquer l'attention internationale sur le Qatar et de les obliger quelque part à faire évoluer leur législation pour être un peu plus progressive, etc. Aujourd'hui, et c'est dit dans le dossier, on attend toujours la mise en place des lois. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quelque part, ça a permis de entre guillemets, démocratiser le Qatar, de la montrer comme finalement un pays où malgré toutes les violations des droits humains, c'est acceptable d'aller, c'est acceptable de participer à des compétitions sportives là-bas. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de grandes compétitions sportives qui vont prendre place dans des pays comme ça, où le respect des droits humains n'est pas une priorité, mais où il y a... Bon, là c'est un autre sujet, mais regardons la COP28. La COP28 qui est aujourd'hui... Bien sûr, ça s'est déjà vu, des Jeux Olympiques dans des pays pas très fréquentables. Il y a eu aussi des boycotts de Jeux Olympiques très politiques. Ouais. Mais tu as raison aussi de dire que c'est une manière pas si chère que ça, de se racheter une conduite ou au moins de s'acheter une image. C'est ça, ouais, d'améliorer largement son image à peu de frais finalement par rapport à ce que ça coûterait. Et c'est vrai que là, on est... et je crois que il y a des nouveaux... Et en plus, il y a de plus en plus de pays qui sont frileux à faire des candidatures, finalement, les quelques derniers pays qui posent des candidatures pour ça vont être des pays qui vont utiliser justement cette possibilité d'améliorer leur image, parce que c'est un peu le dernier bénéfice qu'on peut retirer. Moi, je me pose beaucoup de questions. On est en train de parler de la difficulté d'avoir de la neige d'hiver. Et dans quelques années, on installe des Jeux Olympiques d'hiver en France. Enfin, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est complètement... ça se taper la tête contre les murs. Enfin, tous les sportifs, enfin tous les gens engagés, dont d'ailleurs un des auteurs dans ce dossier, disent qu'il faut voir autrement le sport à la montagne. La seule chose qu'on sait faire, c'est alors je sais plus à quelle année, c'est 2030 je crois, enfin, c'est quand même encore assez lointain et incertain, mais néanmoins il n'y a aucune réflexion là-dessus. On se pose plus la question. La montagne, il y a toujours de la neige dans la montagne, hein. La preuve, c'est quand il n'y en a pas, on en remet dessus. On ne se pose pas de questions et on n'interroge pas notre société où elle en est par rapport à tout ça. On est candidat à des Jeux Olympiques d'hiver dans un pays qui devrait se poser la question justement de voir un tourisme et une utilisation de la montagne différents et en plus menacé directement par l'absence de neige, donc quelque part beaucoup de difficultés pour organiser ces jeux-là. Mais bon, oui, c'est très difficile aujourd'hui, j'ai l'impression, dans les stations, de sortir. C'est vrai qu'il y a un article aussi qui en parle. L'or blanc, c'est fini. C'est compliqué de sortir. En fait, il faudrait s'arrêter, se poser une question de comment, de se projeter sur le long terme, sur l'avenir, plutôt que de construire toujours des infrastructures de plus en plus haut, etc. Et puis qui marcheront pas longtemps. La question n'est pas non plus de remplacer, c'est pas ski, raquette ou tir à l'arc et VTT. Je crois que c'est pas ça le problème. Là aussi j'ai envie de dire
comme on l'a titré sur la ville, c'est comment aujourd'hui on habite correctement la montagne, Ouais. Et comment on le fait de manière à ne pas sacrifier l'environnement, à ne pas utiliser toutes les énergies possibles, toute l'eau possible pour glisser sur de la neige. Voilà. Ouais. En plus, c'est aussi beaucoup d'argent public. Et quand on voit que quand même, en plus, si on vient interroger ça, les sports d'hiver, c'est aussi un milieu très élitiste. C'est pas une grande partie de la population qui va faire du ski. Et du coup, c'est presque une sorte de privatisation bourgeoise de la montagne, quoi. Bien sûr. Et Il n'y a pas que ça, hein. Je suis enseignant. Les vacances les plus étalées, c'est les vacances de sport d'hiver. Ouais. Hein? Pourquoi? La réponse est très simple, hein. C'est pour étaler au maximum la période où même pas 10%, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais je dirais 4 ou 5% de la population française va pouvoir aller emmener ses enfants faire du ski. Voilà, je crois que c'est un des exemples aussi de la déraison qui a une conséquence sociale importante, hein, puisque le décalage de ces vacances ne permet pas les regroupements familiaux, ne permet pas pédagogiquement un étalement des durées entre vacances et non-vacances réguliers. Et tout ça, pourquoi? Pour les 4 à 5% de familles qui iront monter, descendre. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question sur d'où venait cet étalement des zones, mais c'est vrai que quand on regarde les vacances d'été, de Toussaint, de Noël, elles sont pas décalées. Ouais. Voilà. Eh ben, mystère résolu. Content d'avoir apporté au moins une réponse. Non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc comme tu dis, c'est un modèle à inventer. Il faut plus que la montagne soit un endroit où juste on va pour en faire du sport et remplacer le ski par un autre sport, c'est pas la solution. C'est repenser. Non. C'est vraiment à repenser et à repenser avec les gens qui la vivent et qui en vivent aussi, hein, parce que les moniteurs de ski, les hôteliers, il faut bien aussi voir aussi comment ils peuvent en vivre, hein, Ouais. et ce qu'on a à leur proposer, ce qu'on peut leur proposer, bien évidemment. Il y a une attention à avoir à tous ces gens. Et je crois que l'article montre bien que, en tout cas, ceux qui proposent des activités sportives se posent vraiment la question. Oui. Ah bah de toute manière, je pense que là, ça serait vraiment faire preuve d'une mauvaise vue que de travailler dans le sport d'hiver et de pas se poser des questions sur l'avenir. Oui, même de sport de montagne, je pense. Sport de montagne, oui. Il y a actuellement. Et évidemment, le but, c'est pas d'abandonner les montagnes et ciao, c'est de chercher un moyen de transitionner vers un autre mode de vie qui laisse pas tout le monde sur le carreau. Mais c'est aussi, de toute manière, une conséquence de cette hyper concentration quand il y a une activité, c'est quand même très particulier d'avoir des stations où il y a quelques habitants à l'année et où en période d'hiver, il y a tout d'un coup des milliers de personnes qui arrivent. Ça crée des emplois très saisonniers et d'ailleurs ils en parlent dans l'article. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de recruter des saisonniers parce que c'est plus incertain et du coup il y a moins saisonniers. Ils se redirigent vers des métiers moins saisonniers et du coup on a du mal à... Ça existe avec sans doute un peu moins de visibilité, mais ça existe aussi sur les bords de mer, ça existe sur les rivières. Hein, c'est pas, il n'y a pas que la montagne non plus. Hein. Non. Oui, bah d'ailleurs c'est des fois des personnes qui feraient saisonnier l'hiver à la montagne et saisonnier l'été à la mer et puis qui se détournent un peu de ces métiers de saisonniers qui sont devenus plus incertains. Mais bon, c'est tout un modèle finalement de société à repenser à l'aune de la non-violence. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, à interroger, pas simplement en fonçant vers ce qu'on sait qui n'est pas réaliste et pas cadré. Hein. Alors, je reparle de ces Jeux Olympiques d'hiver, mais au-delà de ça aussi. Oui, mais déjà ça semble ambitieux de se projeter sur en 2030 des Jeux Olympiques d'hiver, quand on voit déjà que les derniers Jeux Olympiques d'hiver et même régulièrement des stations en France sont obligés de transporter de la neige en camion pour enneiger et là on est vraiment dans des choses complètement absurdes quand on voit des camions remplis de neige qui se déplacent.
Et de stocker de l'eau pour pouvoir Ouais. faire de la neige et d'utiliser donc cette eau qui fait défaut ailleurs aussi, hein. Oui, oui, et c'est encore une fois perturber le cycle de l'eau. Voilà, c'est un grand sujet l'eau en ce moment dans la non-violence parce il y a les retenues d'eau, notamment une qui qui a été mise en pause là, suite à justement une mobilisation non violente dans les Alpes. Il y avait une Oui, retenue collinaire qui devait être faite oui, et qui a été. Donc le maire n'abandonne pas son projet, mais pour l'instant il ouais. le met en stand-by parce qu'il y a une résistance. Il y a bien sûr les méga bassines où, qui sont très critiquées et où d'ailleurs la plupart en plus sont déclarées illégales par la justice. Mais c'est trop tard, il y a déjà eu plein Alors, de blessés. Mais sur la fameuse mini-ZAD qu'il y a eu en montagne, le chantier a été arrêté aussi parce que l'hiver ne permettait pas de le continuer. Il faudra être vigilant. oui, oui, non, clairement, c'est pas fini. Non, mais le maire l'a clairement dit. Le maire a dit qu'il voulait aller au bout. Tout n'est Ouais. pas terminé, Oui, hélas. oui. Et d'ailleurs, c'est parce que on s'écarte un peu du sujet du sport, mais parce qu'en fait, tout est un peu lié. C'est-à-dire que pour le maire, qui est probablement élu par les personnes qui vivent du sport d'hiver, c'est compliqué de ne pas soutenir un projet Mais qui peut permettre, même si c'est de prolonger que de 3 ou 4 ans. je ne me permettrai pas de donner de leçons, mais par contre, je me permettrai de poser des questions Ouais. et d'aller un petit peu plus loin que la simple oui, bien sûr, Mm. que c'est chouette. On va avoir la fête de la neige une fois de plus dans notre pays. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas Ouais, ouais, complètement. Mais c'est vrai que bon, bref, il y a tous ces grands événements sportifs je sais pas si c'était dans cet article ou ailleurs que je l'avais lu, mais que des gens qui proposaient, quitte à construire des infrastructures pour des Jeux Olympiques, pourquoi pas le faire une bonne fois pour toutes à un endroit et de refaire les Jeux Olympiques systématiquement au même endroit. S'il y a des infrastructures qui sont faites, en fait, d'un point de vue écologique, d'un point de vue des ressources, ça serait beaucoup plus simple. Ça pourrait être aussi un beau projet de le faire vivre avec des hommes, avec des femmes, avec des gens porteurs ou pas de handicap tout au long de l'année. Pourquoi pas? Oui, 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 oui. je pense que c'est ça, quand je disais qu'il fallait interroger, c'est ça, c'est être créatif là-dessus, c'est être capable d'avoir d'autres choses à proposer, et pourquoi pas. Bah voilà, quitter un peu, repenser ce modèle parce que en fait, les Jeux Olympiques, ça peut être fait de plein de manières différentes qu'on pourrait questionner effectivement au lieu de Tout à fait. rester sur ce grand barouf tous les 4 ans dans un nouveau pays, des nouvelles infrastructures, etc. On pourrait le faire tout à fait différemment. On est d'accord. Ouais. Eh ben, on a bien parlé du sport, il reste à peu près 5 minutes. Est-ce que tu voulais nous parler aussi du prochain numéro? Oui, bien sûr. Notre prochain numéro, qui va pas tarder d'ailleurs, il faut que je retrouve mes. Ça sera en décembre ou Oh, janvier? il est sous presse là. Il est sous presse. Ça arrive Et très bientôt pour les personnes abonnées. Vous avez la primeur de sa couverture avant tous nos abonnés, même numérique, la résilience à toutes les sauces, avec un point d'exclamation. Euh, Là aussi, c'est l'idée d'interroger un concept intéressant, Ouais, hein, très intéressant. mais hélas mis à toutes les sauces par tout le monde. C'est la mode. Voilà. Et le but de ce dossier est là pour le coup de repréciser très clairement ce qu'on entend par résilience, euh, ce en quoi elle est intéressante, ce en quoi elle est dans le champ de la non-violence, parce que c'est quand même quelque chose, enfin c'est pas quand même, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'intéressant, mais voilà, pas forcément en termes d'utilité politique, pas forcément en termes d'utilité publicitaire, et en tout cas euh, comment, pas en termes de rejeter la faute sur la victime, hein, puisque c'est un petit peu ça qui est cette mise à toutes les sauces de la résilience, et l'idée, bah ouais, t'es victime, t'as qu'à résilier, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est la responsabilité. Voilà. T'as qu'à- Là, on essaye de replacer un petit peu qu'est-ce que c'est la résilience, qu'est-ce que c'est la résistance, qu'est-ce que c'est. Voilà, et de surtout pas nier le fait que c'est pas de la faute de la victime. Elle n'a pas à être résiliente. Elle peut l'être, et tant mieux si elle l'est. Et bien évidemment, et il y a sans doute des choses à mettre en place pour C'est ça. qu'elle soit permise, cette résilience, tout à fait. Donc ça c'est à interroger. Euh,
moi, j'ai envie de dire que depuis 2 trimestres, on essaie de proposer une visio ANV, D'accord. une présentation de notre revue avec 2, 3 auteurs D'accord. en visioconférence. On l'a fait sur le sport et on va le refaire sur la résilience. D'accord. Donc ça sera le 11 janvier Le 11 janvier. Voilà. Ok. à 18h30. Et il suffira de regarder sur notre site comment s'y inscrire parce que c'est bien évidemment ouvert à toutes et à tous. D'accord. Donc le 11 janvier, on aura les infos sur votre site, donc une visioconférence qui accompagne donc Voilà. le lancement un peu de ce numéro sur la Et résilience. c'est donner la parole à 2, 3 auteurs qui sont dans le dossier et aussi aux gens participant à cette visio pour pouvoir les interroger. D'accord. Et échanger un peu comme on l'a fait là. Tout à fait. Très bien. Et ben, c'est très intéressant. Donc 11 janvier, c'est noté. J'espère que c'est noté aussi par les gens qui nous écoutent. Bah. Et ben, merci beaucoup Georges pour cette discussion. Merci. Et- C'est très agréable. Bah ouais, exactement. Une bonne discussion. Il en faudrait Merci. plus des comme ça.